Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Clôture de la 9e conférence internationale des organisations internationales non gouvernementales et de la société civile de la francophonie ce vendredi à Dakar. Un événement placé sous le signe des femmes et des jeunes comme vecteurs de paix et acteurs du développement sur le continent. Les élections législatives et présidentielles se préparent au Tchad. L'UNDR, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, s'opposera-t-il à la candidature du président Idriss Déby Itno? Pour nous parler de cette actualité, nous recevons Kebzabo Saleh, le président de l'Union nationale, qui nous viendra faire ce point avec nous sur cette actualité. Début de la campagne électorale en Mauritanie, la ville de Nouakchott, capitale du pays, a accueilli plusieurs meetings organisés par les candidats au scrutin présidentiel du 21 juin. La 9e conférence internationale des organisations internationales non gouvernementales et de la société civile de la francophonie a pris fin ce vendredi à Dakar. Plusieurs recommandations résumées en 6 engagements ont sanctionné ces 3 jours de travaux. Elles seront soumises au chef d'État lors du prochain sommet de la francophonie. Reportage de notre correspondant Ndjibril Fofana. Les jeunes de l'espace francophone, hommes et femmes réunis au sein des organisations de la société civile, ont formulé des recommandations aux gouvernants africains à l'issue de leur 9e conférence. Les jeunes et les femmes représentent les franges les plus vulnérables sur le continent. Mais dans le même temps, de la vue unanime, ces 2 catégories sociales sont le terreau sur lequel s'édifiera le renouveau politique et économique du continent. La rencontre des organisations de la société civile de la francophonie à Dakar a permis de réaffirmer avec force cette réalité. Dans ce sens, le réseau des jeunes entrepreneurs de la francophonie invite les décideurs du continent à les intégrer davantage dans leurs priorités et agendas. Il y a 2 sortes de jeunesse. Il y a cette jeunesse vivant en Europe ou dans une zone assez pacifiée, une zone où ils voyagent et apprennent librement. Et cette jeunesse qui est dans cette zone du sud où il y a des conflits armés, où le chômage règne. Et de ces 2 réalités différentes, nous pensons relever des plans d'action sectoriels qui permettent à ces jeunes non seulement de se sentir impliqués, mais de se sentir dans le dispositif de l'élaboration des politiques, à la mise en œuvre, pensant au suivi et à l'évaluation. En plus des questions de développement, la paix est aussi une préoccupation pour les acteurs de la société civile africaine. La relation dialectique qui existe entre ces 2 notions implique de leur part un engagement plus fort. Si la société civile, surtout à travers les jeunes et les femmes qui sont les principales victimes de ces conflits, se mobilise pour dire nous ne voulons plus de ces conflits, nous ne voulons plus de la circulation des armes, mais nous voulons le développement économique et construire nos États et nos sociétés, il n'y a aucune raison que l'on ne puisse pas aboutir à des résultats. Le Sénégal abritera au mois de novembre le prochain sommet de la francophonie. Avec pour thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement », ce sommet devra marquer une étape importante vers une plus forte implication des jeunes et des femmes de la société civile dans les décisions politiques. Au Tchad, l'UNDS, l'Union nationale pour la démocratie et le socialisme, demande au président Idriss Déby Itno de se retirer de la course à la présidentielle prévue en 2016. Le parti de l'opposition, par l'intermédiaire de son secrétaire général, Wonkoto Garial Modeste, a estimé, je cite, qu'après 24 ans de règne sans partage, le président tchadien est devenu inefficace et n'a plus rien à proposer de meilleur pour le rayonnement des filles et des fils du Tchad. Pour nous parler de cette actualité, nous recevons le président de l'UNDR, l'Union nationale pour le développement et le renouveau. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour. Alors on vient de voir la position de l'UNDS quant à l'éventuelle candidature du président Idriss Déby Itno. 2 nouvelles élections se préparent. En effet, il y a en 2015 les législatives, en 2016 les présidentielles. Quelle est votre position sur cette actualité? Est-ce que le président Idriss Déby Itno peut briguer un nouveau mandat? Ah oui, légalement il peut. Mais maintenant, dans les faits, nous demandons pourquoi il veut se représenter. Comme l'a dit un de nos collègues, ça fait 24 ans qu'il est au pouvoir, le bilan est totalement négatif. On ne voit absolument pas pour quelle raison il veut se représenter. Il n'a rien fait pendant 24 ans. Ce n'est pas maintenant qu'il va pouvoir nous dire qu'il va faire quelque chose. Donc nous pensons que cette page-là, il faut la tourner. Pourtant, depuis le boom des pétroliers, le Tchad se modernise. Il y a de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux. N'est-ce pas finalement un bon point pour le président Idriss Déby Itno? Ben oui, pour ceux qui viennent à N'Djamena et dans certains quartiers seulement de N'Djamena, ce que vous dites est vrai.
Mais la réalité, elle est tout à fait différente. Dans N'Djamena, dans certains quartiers de N'Djamena, dans la plupart des quartiers de N'Djamena, on boit encore l'eau du puits, on n'a pas d'électricité, les enfants sont assis par terre dans les écoles, il y a encore des écoles en paille, et à l'intérieur du pays, il n'y a que des écoles en paille. J'en ai des photos que je peux vous montrer. Les enfants sont assis sur des morceaux de bois ou par terre. Et donc, je crois que là, c'est vraiment des images qui sont faites pour N'Djamena, pour les étrangers qui viennent dans certains quartiers et croire que le Tchad se modernise. Le Tchad n'est pas du tout modernisé, le Tchad n'est pas en voie de modernisation, le Tchad est plutôt en voie d'appauvrissement. Que faudrait-il apporter? Il faut apporter un sang nouveau. Et je crois que le président Déby est au bout du rouleau. On ne voit pas qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau au pays, parce que ça fait 24 ans qu'il le fait, sans succès. Il est donc à la limite, je crois, au bout de tout ce qu'il peut proposer aux Tchadiens. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut renouveler absolument tout cela et que des Tchadiens, des patriotes qui ont d'autres idées, qui ont d'autres visions, qui ont vraiment des schémas de développement pour leur pays, viennent mettre fin à cette prédation organisée de l'État tchadien. Vous avez eu justement un congrès au mois d'avril. Qu'en est-il ressorti? Qu'est-ce que vous proposez, vous, de neuf finalement pour le Tchad? Ce que nous proposons de neuf, nous l'avons dit, nous ne nous contentons plus de faire uniquement de critiquer le système. Nous critiquons et nous proposons en même temps pour montrer à la population et à l'étranger que nous avons une alternative que nous pouvons proposer et qui est crédible. Quelle alternative en 3 points? Mais en 3 points, vous prenez le système éducatif par lequel j'ai commencé tout à l'heure. On a un schéma pour l'éducation qui est totalement différent de ce qui se fait actuellement. Tout le monde convient au Tchad et le gouvernement lui-même que c'était un échec, un grand échec l'éducation. Que faut-il changer? Mais il faut changer tout, absolument tout. Il faut changer la vision, il faut changer la philosophie, il faut changer la pratique. Mais concrètement? Concrètement, nous nous disons par exemple que l'école doit être obligatoire et gratuite. La formation des enseignants doit se faire de façon intensive et on doit les former en qualité. Il faut qu'on ait des enseignants de qualité pour aller donner leur savoir à nos enfants qui doivent, au bout du compte, avoir un bon niveau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors vous avez parlé des infrastructures. Vous parlez d'école, mais quels sont les 2 autres chantiers, selon vous, indispensables? Les chantiers indispensables, il y en a tellement qu'il faut en prendre un peu presque par hasard. Si vous prenez le secteur de la santé, le secteur de la santé est totalement délabré. Une mesure concrète? Une mesure concrète, c'est de faire en sorte qu'à la base, les populations rurales en particulier aient accès aux médicaments et accès à la santé. Et vous faites comment? Mais les ressources existent au Tchad. Elles ne vont pas être dilapidées comme elles le sont aujourd'hui. Les ressources existent et elles vont être planifiées, programmées pour que les populations à la base en profitent. Et donc, on a une planification au niveau de la base pour que des centres de santé existent effectivement. Nous disons qu'il n'est pas normal que quelqu'un dans notre pays aujourd'hui parcourt plus de 5 km pour aller trouver un centre de santé. Ça, c'est une mesure concrète. Eh bien, merci, Monsieur Kebzabo Saleh. Vous êtes donc le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Une réunion ministérielle du G5 du Sahel et des bailleurs de fonds s'est ouverte ce vendredi à Niamey au Niger. Une rencontre qui vise à présenter le programme d'investissement de l'organisation sous-régionale africaine aux partenaires au développement. Le programme présenté aux bailleurs de fonds est évalué à 7 208 milliards de francs CFA, l'équivalent de 11 milliards d'euros. Il doit permettre de répondre aux problématiques de développement spécifiques à la zone sahélienne. En Mauritanie, la campagne électorale pour la présidentielle du 21 juin a officiellement débuté. Elle se terminera le 19 juin à minuit. 5 candidats sont en lice pour ce scrutin boycotté par plusieurs partis de l'opposition. Voyez ce reportage réalisé par notre envoyé spécial, Franck Nodofina. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit que tous les partis engagés dans la course à la présidentielle mauritanienne se sont lancés dans la campagne électorale. 3 des 5 candidats au scrutin ont choisi la ville de Nouakchott pour ouvrir officiellement la campagne. Le parti au pouvoir, conduit par son candidat, l'actuel président Mohamed Ould Abdelaziz, a ouvert sa campagne bien loin à Kaïdi, à 400 km de la capitale. Mais ces militants de la ville de Nouakchott ont marqué l'événement par l'organisation de meetings et d'événements divers. Nous sommes confiants à 100%, mais comme on dit, un combat n'est jamais gagné avant de l'avoir livré. Nous allons battre campagne, nous allons convaincre les citoyens de voter pour notre candidat en espérant pouvoir passer dès le premier tour avec un score extrêmement honorable. Le candidat du parti El William Boydel Ould Omed, lui, a ouvert sa campagne dans la ville de Nouakchott devant ses militants venus nombreux l'encourager. C'est un candidat cohérent, juste et clair,
concis par rapport à son programme et ses points de vue. Donc c'est ça que nous comptons vivre, essayer de rentrer partout en Mauritanie, de Ndiago à Vassala, de Birmogren à Kabou, pour pouvoir encadrer tous les Mauritaniens, pour qu'ils votent à notre candidat, le président Bodjoul Houmaï. Au centre-ville de la capitale, le candidat de l'IRA, Biram Ould Abeid, a également ouvert sa campagne électorale vendredi. Sa cible, la jeunesse et les populations pauvres. Son thème, la lutte contre toutes les formes d'esclavage en Mauritanie. C'est une candidature de rupture avec le système de la prédation des droits de l'homme. C'est une candidature de rupture avec les formes d'esclavage moderne dans les mines, dans les usines, dans les ports, dans tous les domaines. Maître Moulay Idriss, la seule femme présente dans la course à la présidentielle, était également en Nouakchott pour ouvrir la campagne devant ses militants. Le candidat de l'Alliance pour la justice et la démocratie, Ibrahim Assar, lui, a ouvert sa campagne dans la ville minière de Zouérat au nord du pays. Les 5 prétendants au fauteuil présidentiel ont donc 2 semaines pour convaincre les électeurs mauritaniens. Rappelons qu'une partie de l'opposition réunie au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité ne participe pas au scrutin. Le président camerounais Paul Biya, distingué par l'Union panafricaine des avocats. Le chef de l'État a reçu un prix pour la résolution pacifique du conflit frontalier avec le Nigeria. Ce prix, qui comprend un trophée et un diplôme, lui a été remis par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.